Joker est un ennemi connu de tous. Il est à l'origine de nombreux drames provenant de manigances tout aussi folles les unes que les autres. Sur cette chaîne, on a déjà traité de plusieurs projets machiavéliques du clown prince du crime visant à atteindre Batman sur différents angles, en s'attaquant à sa famille d'une part ou encore en le faisant douter de ses propres connaissances sur l'histoire de sa ville. Cette fois-ci, le Joker a décidé de concocter un plan aux petits oignons pour priver le Chevalier Noir d'un de ses plus grands atouts, sa fortune. Étant un grand fan des mises en scène lugubres, le Joker va se montrer une nouvelle fois très inventif pour faire ce qu'il sait faire de mieux, faire du mal à Batman et ses alliés. La Joker War est l'un des derniers gros événements survenant dans les aventures de Batman en comics. Il survient très peu de temps après la conclusion de l'arc City of Bane, où s'est déroulée une succession de mésaventures pour le justicier qui se relève petit à petit de ses bouleversements. Je vais donc dans un premier temps vous raconter brièvement les événements qui se sont produits avant la Joker War, pour tout remettre dans le contexte et vous donner les clés vous permettant de comprendre du mieux possible comment on en est arrivé là. Mais avant ça, si tu es intéressé par l'univers de Batman, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. De nombreuses vidéos sur tout un tas de thèmes divers et variés autour du Chevalier Noir vont sortir au fur et à mesure. Si tu as apprécié la vidéo, un like, un partage ou un commentaire me ferait très plaisir, d'autant plus que ça augmente ma visibilité, attirant de ce fait de nombreux autres chauves-souris égarés vers ma chaîne qui leur était jusque-là inconnue. Merci à vous tous pour le soutien. Et à présent, c'est parti pour la Joker War. Bruce Wayne a récemment tout perdu. Dans son conflit le mettant face à l'un de ses plus redoutables ennemis, Bruce a, un à un, perdu tout ce qui comptait pour lui. Bane a déjà été vaincu par le Chevalier Noir, et ce à plusieurs reprises. Cette fois-ci, en collaborant avec un autre Batman issu d'un univers alternatif, il compte bien anéantir l'homme qu'il déteste par-dessus tout. Tout d'abord, il a gâché le mariage entre Bruce et Selina Kyle, grâce à l'intermédiaire des proches de la femme chat, en lui faisant notamment comprendre qu'un mariage entre elle et Bruce aurait fait disparaître les tourments du justicier et que la ville aurait été à la merci de tous suite à la disparition du héros qui s'est réfugié dans l'amour. Bane s'est aussi attaqué à la famille même de Bruce, l'aîné de la Bat Family. Dick Grayson a été ciblé par l'assassin KGBiste qui a reçu un contrat visant à éliminer Dick Grayson. Victime d'une balle dans la tête, il en réchappa, mais pas indemne. Touché par une amnésie lui faisant oublier qui il s'éloigne de sa famille pour se réfugier à Bloodhaven, dans la peau d'un banal citoyen. Ce fameux Batman issu d'un univers alternatif n'est autre que le père de Bruce, Thomas Wayne, qui souhaite mettre dans la tête de son fils spirituel que Batman est un fardeau, une malédiction, et qu'il devrait mener une vie heureuse loin de cette carrière de justicier et de cette ville de Gotham. D'ailleurs, Gotham est maintenant occupé par Bane en personne, ce sont maintenant les criminels qui font la loi. Thomas Wayne est lui aussi de la partie, et a pris ses marques au manoir Wayne, estimant que c'était son foyer dans ce monde également. Alfred y est pris en otage, et si le moindre justicier met les pieds dans la ville de Bane et tente de briser la domination de cet oppresseur, le pire est à prédire pour la vie du majordome. Suite à un acte de bravoure du jeune Robin Damian Wayne, les menaces de Bane ont pris forme. Le tuteur, la personne la plus appréciée d'une famille de justiciers, a été assassiné devant les yeux du jeune garçon. Finalement, Bruce parvient à reprendre le contrôle de sa ville et découvre par la même occasion la surprise macabre qui l'attend. Cela l'affecte au plus haut point, mais tout d'abord, Bruce doit montrer à Bane et à son propre père qui est le patron de Gotham, et que rien au monde ne le fera dévier de sa quête, du vœu qu'il a prononcé étant enfant suite à la mort de ses parents, et qui le suit encore des années plus tard. Malgré sa victoire, les conséquences sont lourdes pour Batman. Sa relation avec Catwoman est compliquée. Dick Grayson mène ses aventures en solitaire, rejetant toute approche de son ancienne famille dont il a oublié l'existence. Son fils, Damian Wayne, a quitté le manoir et ne donne plus de signe de vie, toujours traumatisé par la mort de Alfred, qui est aussi omniprésente dans les pensées des justiciers, se relevant avec difficulté de sa précédente bataille.
Une bataille, oui, car la guerre n'est pas finie. Un clown rôde dans l'ombre et attend le moment opportun pour infliger le coup fatal à son ennemi de toujours, Batman. Un projet démentiel que le clown ne garde que pour lui. Les sbires du Joker, au courant de ce plan d'envergure, disparaissent tous les uns après les autres, après que le Joker s'est servi d'eux pour mettre en place son plan ultime, le clou du spectacle, la Joker War. Alfred était la voix de la raison permettant à Bruce de ne jamais franchir ses limites. Un homme fournissant de précieux conseils quant à la direction que devait prendre et Bruce Wayne, mais aussi son alter ego. Le décès de ce dernier a précipité Bruce à entreprendre son plan d'action pour augmenter la qualité de vie de Gotham de manière durable, et surtout en réduisant la présence de justiciers. Bruce veille sur les hauteurs de la ville, car il sent que quelque chose se trame. Il laisse donc à sa précieuse alliée Selina Kyle le privilège de le représenter lors d'une soirée caritative permettant de trouver des financements pour son projet. Bruce est activement convoité par d'autres personnalités importantes de la ville, mais il ne peut pas se permettre d'égarer son attention lorsqu'une potentielle menace se cache dans sa ville. Il a intercepté un message caché diffusé sur le dark web. Une troupe d'assassins se rend dans sa ville avec un but mystérieux. Des assassins qui ont déjà fait leurs preuves par le passé et qui s'allient dans une mission commune. On retrouve l'intrépide Cheshire, une tueuse qui n'échoue jamais et qui est sûrement celle qui manie l'art de l'assassinat à la perfection. Elle possède des moyens divers et variés pour empoisonner ses cibles. Il ne faut pas se fier à son joli minois et relâcher sa garde en sa présence, sinon cela peut vous être fatal. Merlin fait lui aussi partie du groupe d'assassins. Il est l'un des adversaires les plus dangereux de Green Arrow, et eux deux se connaissent très bien. Merlin se considère comme un chasseur face à ses proies. Il analyse sa cible et attend le moment idéal pour passer à l'action. Une fois pris entre ses griffes, il préfère s'amuser avec sa proie et faire durer le plaisir. Un homme sadique, prêt à tout pour atteindre sa cible. À l'inverse de Batman, Gunsmith aime les armes à feu. Il dispose d'un arsenal complet dans sa base et se balade jamais sans la compagnie de ses armes. Selon lui, les armes sont indispensables chez l'homme, car elles permettent de les rendre plus forts. Sa passion pour les armes lui confère l'ingéniosité requise pour créer ses propres armes à partir de tout et de rien. Le quatrième assassin se prénomme Mr. Teeth, ou Monsieur Dentition en français, un surnom qui lui colle à la peau en raison de son magnifique sourire. Il est un vulgaire tueur en série qui ne prononce aucun mot, si ce n'est qu'un rugissement inquiétant. Pour tenir en laisse cette petite troupe, qui d'autre que Slade Wilson alias Deathstroke pour prétendre à ce poste. Un assassin dont on ne cesse de vanter les mérites et dont la réputation n'est plus un secret pour tout le monde. Mais un assassin de cet acabit ne se déplace pas que pour l'argent. Il y a quelque chose à Gotham qui doit l'attirer au plus haut point pour qu'il daigne se déplacer jusqu'ici. Ce qui l'attire, c'est la chute du justicier, promise par le Joker qui s'est déplacé jusqu'à lui pour lui faire une offre unique. La promesse que l'homme derrière le costume de Batman sera anéanti et que sa richesse sera partagée entre tous les acteurs qui auront un rôle à jouer durant cette future guerre. Enfin, pour l'instant, rien n'est gagné. Batman les a repérés et grâce à son nouveau joujou créé par Lucius Fox, il est prêt à mener l'offensive. Le Night Climber, une machine qui roule, grimpe les murs, vole et surtout équipée de gadgets remarquables. En un instant, le grappin de la machine fait effondrer le mur. Le vacarme désoriente les assassins qui se séparent pour tenter de mettre la main sur le chevalier noir. Mais en réalité, avancent chacun de leur côté vers une ombre projetée par des projecteurs sphériques lancés en même temps que le grappin. Le leader du groupe est quant à lui face au vrai justicier et un combat débute entre les deux. Un combat aussi court qu'intense qui se finit par une victoire de Batman. Déboussolé, Bruce pense encore à Alfred et tente de s'adresser à lui, oubliant le drame qui l'a emporté. Ce n'est pas avec Alfred qu'il communique, mais avec Lucius Fox, à qui il lui demande notamment d'avertir les autorités et de réserver 5 cellules dans la chambre noire. 5 cellules pour les assassins qu'il vient d'éliminer. Peut-être même trop facilement à son goût. N'était-ce qu'une distraction ? Ça,
il le saura bientôt. Durant le combat entre Batman et Deathstroke, Catwoman a identifié un homme particulièrement nerveux et a décidé de le suivre. Il prévoyait de remplacer les plans de rénovation Wayne par d'autres plans, mais on ne saura rien de plus puisqu'il va étrangement se transformer. Il n'est plus le maître de son corps, qui semble être possédé par un genre de gaz. Tout à coup, une autre voix sort de son corps, disant que lui aussi a un plan pour Gotham, un plan débutant par 5 tueurs arrivant en ville, la première étape d'un crime parfait. L'homme a péri de l'intérieur et Catwoman s'empresse de prévenir Batman de ce qu'elle vient de vivre. Tout ceci doit avoir un lien. Quelqu'un d'autre a un plan pour Gotham et Bruce compte bien trouver le responsable. Toutefois, Batman sent que son allié lui cache quelque chose. Elle semble déstabilisée depuis la discussion qu'elle a eue avec le cadavre de la victime. Et elle n'est pas la seule. Depuis sa planque, Edward Nygma, dit le Sphinx, observe la ville. Il est en liaison avec un autre criminel, le Pingouin, qui lui est très occupé à éliminer chaque personne de son entourage afin de limiter les risques de l'atteindre. Tout comme Catwoman, ils sont préoccupés par quelque chose. Les 5 assassins envoyés à Gotham sont le début d'un plan qu'ils connaissent très bien. Quelqu'un souhaite leur faire passer un message. Le Sphinx pense que celui se faisant appeler le designer est de retour et il vient récupérer son dû, du moins s'il y arrive, car il compte bien ne pas se laisser faire. La Chambre Noire a été construite grâce au comité de reconstruction Wayne. Elle est située au commissariat central et est censée pouvoir contenir des criminels de haute voltige comme Bane ou encore Ra's al Ghul. Composée de 9 cellules, la chambre est entourée de 10 mètres de béton armé. Et les cellules ont été équipées de tous les senseurs imaginables offrant aucune possibilité d'évasion. Il n'y a qu'une entrée gardée par des policiers. Le verrou de la porte ne s'ouvre qu'à certaines conditions, connues de très peu de personnes. Batman s'est introduit dans la Chambre Noire pour interroger les assassins captifs. Il n'obtient rien d'intéressant de la part de Deathstroke, si ce n'est des menaces. Il souhaite à présent s'entretenir avec Cheshire. Cependant, le commissaire Belloc lui refuse l'accès, car c'est bien trop dangereux d'exposer son corps hors de sa cellule. Il lui confie qu'elle ne sortira pas de quarantaine avant l'arrivée du toxicologue. Batman comprend alors. C'est une fois de plus une diversion. Depuis le début, la vraie Cheshire est en liberté. Et un double d'argile avait pris sa place. Au volant de sa moto, Cheshire parcourt les rues de Gotham et se dirige tout droit vers le siège social des entreprises Wayne. Grâce à Lucius Fox, Batman l'a repéré et se dresse entre elle et son objectif. Tuer Batman n'est pas sa mission, mais le tuer lui permettrait de revoir à la hausse la tarification de ses prestations. Batman à l'époque avait déjà eu affaire à elle, il avait autrefois aucun moyen de passer outre son poison, mais il a remédié à ça depuis. D'une manière brutale, il prend le dessus sur la jeune femme qui prétend seulement jouer à un jeu auquel tous les participants ne sont pas encore présentés. À peine eut-il le temps d'emballer son colis que quelque chose d'étrange se déroule dans un autre lieu. Une interférence empêche Batman et Lucius d'accéder aux caméras de la Chambre Noire. Belloc, furieux, ne comprend pas comment ils ont réussi à s'échapper il y a quelques minutes. Les cellules sont censées être inviolables, c'est impossible qu'ils puissent s'échapper ainsi, à moins qu'ils ne se soient pas échappés, mais que quelqu'un les a capturés. Seule une personne riche dispose des fonds nécessaires pour pouvoir soudoyer la police de Gotham. C'est le Pingouin qui les a capturés après avoir coupé l'oxygène de la Chambre Noire. Le Pingouin propose aux assassins de les payer le double de ce que leur employeur leur proposait afin de ne plus être impliqués dans cette histoire. Sauf que d'après Deathstroke, l'argent demandé est au-delà des moyens de Oswald Cobblepot. Le Pingouin n'a pas pu aller bien loin. Batman a retrouvé leurs traces et fait une entrée fracassante avec sa Batmobile. Il se bat ensuite contre les assassins ayant réussi à s'extirper de leurs liens. Pendant le combat l'opposant à Merlin, Gunsmith et Mr. Tiss, Deathstroke en a profité pour prendre le Pingouin en otage. Il demande à Batman de ne faire aucun geste, laissant le temps à ses coéquipiers de récupérer Cheshire dans la Batmobile et de prendre la fuite. Une fois ses collègues hors de portée, Deathstroke
tranche la gorge du pingouin, laissant à Batman le choix de soit sauver l'homme d'affaires crapuleux, soit de les poursuivre. Batman ne peut pas laisser quelqu'un mourir devant ses yeux, qu'il soit bon ou mauvais. Il décide donc de l'emmener à l'hôpital après lui avoir cautérisé la plaie. Sur le chemin, le pingouin choisit de révéler à Batman ce qui se trame. Il lui révèle que des années plus tôt, Catwoman, le Sphinx, le Joker et lui-même s'étaient unis pour réaliser le crime parfait. Un dénommé designer est de retour à Gotham et a un lien avec cette union. Tout ceci n'est qu'une mascarade pour éloigner Batman de son objectif visant à tuer une personne bien précise, Bruce Wayne. Loin de là, Catwoman se trouve dans un cimetière et tente de joindre le Sphinx par radio, une fréquence qu'ils utilisaient lorsqu'ils étaient partenaires. Elle lui demande si tout cela c'est du sérieux. C'était une affaire du passé qui était censée être réglée puis enterrée loin de leurs esprits. Catwoman demande au Sphinx s'il a une idée de ce qu'il se passe et lui fait même du chantage en disant que Batman sait où il se cache et surtout qu'il sait qu'il mijote quelque chose. Il lui répond qu'ils étaient 4 à l'époque et que le Joker serait la réponse à leurs questions. Pourtant, le Joker ne semble pas en mesure de parler. Encore faut-il prouver que c'est bien lui. Mais Catwoman ne veut pas impliquer Batman dans cette histoire. Tout cela remonte au passé, à une époque où elle était du mauvais côté de la justice. Après lui avoir appelé de mauvais souvenirs, le Sphinx clôt l'appel et dit adieu à la femme chat. Une autre personne prend alors le relais. Une voix arrive aux oreilles de Catwoman qui cherche désespérément à joindre son amant. Ce qu'elle a vécu il y a quelques heures s'est reproduit. Une sorte de gaz est émis du cadavre face à elle et une voix lui conseille de ne pas rompre leur accord. Le designer est de retour. Il déclare avoir été enterré avant d'avoir pu accomplir son chef-d'œuvre et qu'ils allaient tous le payer. Les 4 criminels s'étant mis à dos le designer doivent mourir. Catwoman risque d'être la deuxième sur la liste, le premier étant le Joker dont la dépouille est encore fraîche. Contrairement au Joker, elle dispose d'alliés fidèles, Harley Quinn et de la partie, et ne peut pas laisser une vieille amie mourir ainsi. Harley Quinn confie que ce n'est évidemment pas le Joker qui est enterré, et que ce doit être quelqu'un d'autre qui dirige ce plan, car ses méthodes ne lui ressemblent pas. Dans tous les cas, Harley Quinn cherche à tuer le Joker également après toutes les saloperies qu'il lui a fait subir. Enfin, encore faut-il échapper aux personnes qui en ont après elle. La vie de Catwoman est menacée par Merlin et Cheshire, qui ont retrouvé leurs traces. Les assassins ne disparaîtront pas tant qu'ils n'auront pas fini leur mission. Gunsmith est le moins discret parmi eux. Après avoir déposé le pingouin à l'hôpital, Batman s'est chargé de le mettre KO. Il sait pertinemment que c'est exactement ce qu'il recherche, le distraire pendant que tout se joue autre part. Connaissant un peu plus les enjeux de ce plan toujours mystérieux grâce au pingouin, il sait vers qui se tourner pour obtenir des réponses. Il se rend dans la planque du Sphinx et tombe sur Mr. Tease, qui était lui aussi venu lui rendre visite avec un peu moins de courtoisie. Sauf qu'à part l'assassin au sourire ravageur, personne d'autre n'est présent dans la pièce. Batman se soucie de regarder les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance et tombe sur quelque chose de très inquiétant. Le Sphinx est face à un individu dont l'accoutrement est inconnu. Il ne figure sur aucune base de données et semble impressionner le Sphinx. C'est sûrement lui derrière tout cela. Batman remarque également que le Sphinx agit ses doigts à l'arrière de son dos et comprend qu'il communique via un langage spécial. Il parvient à le décrypter et à déverrouiller le code d'accès de l'ordinateur du Sphinx qui regorge sûrement d'informations intéressantes. Déjà, il connaît l'emplacement de Deathstroke et tient à l'occuper durant sa fouille de l'ordinateur en envoyant à sa poursuite un escadron de Batspawn. Néanmoins, Batman va être dérangé une fois de plus, et cette fois-ci par 2 jeunes femmes qui elles aussi étaient parties touchées de mots au Sphinx. Elles ont vraisemblablement battu les assassins qui étaient destinés à tuer la femme chat. Mais pas le temps de rentrer dans les détails, Batman doit savoir ce que Catwoman lui cache. Il confie à Harley Quinn les commandes des Batspawn pour maintenir Deathstroke en chasse, tandis que Selina raconte à Bruce tout ce qu'il doit savoir pour comprendre ce qu'il se passe réellement.
Toute cette histoire se déroule durant les débuts de la carrière de Catwoman, à une époque où les affrontements entre Batman et ses vilains ne prenaient pas des tournures tragiques. Un soir, elle trouva sur son oreiller une carte ornée d'un dé. Sur cette carte se trouvait une date, une heure et un numéro de jeté. Ce fameux dé était une légende dans le monde criminel, une sorte de planificateur divin, maître du crime, élaborant des coups géniaux. Visiblement, Catwoman ne fut pas la seule à recevoir une invitation, et peu de temps après, ces 4 criminels allaient être amenés à un endroit mystérieux conduit par une étrange personne qui semble être animée de l'intérieur par un gaz fantastique. Qui peut employer de tels moyens pour diriger l'empire criminel d'une ville, si ce n'est le diable en personne? Le diable, le voilà, il se fait appeler le designer. Il est l'hôte de la soirée et demande à ses chers convives de lui remettre leurs armes. Et oui, même le Joker, qui lui ne prend pas vraiment au sérieux l'homme qui lui fait face. L'offre est simple, il les a vus échouer à de multiples reprises face à Batman et souhaite leur fournir son expertise pour leur donner les moyens de rivaliser avec le justicier de Gotham. Il leur explique que lui aussi a débuté face à un détective qui parvenait à triompher de lui à chaque confrontation. Il s'est résigné alors à changer les règles du jeu, en cessant de jouer avec un coup d'avance, mais en connaissant toute la partie sur le bout des doigts et en établissant étape par étape un plan prodigieux. Il cherche donc à faire évoluer ces 4 criminels pour qu'ils réussissent enfin à détrôner le Chevalier Noir. En contrepartie, il réclame la moitié des gains récoltés lors de l'application de leur plan. Un par un, les criminels se sont entretenus avec le designer. Catwoman était une simple voleuse qui ne parvenait jamais à faire ses coups en douce. Elle chercha donc à savoir comment détourner l'argent de la plus grande entreprise de la ville en élaborant un plan époustouflant avec le designer. Le Pingouin et le Sphinx ont également collaboré avec le designer afin qu'il leur confectionne un plan spécifique en fonction de leurs envies. Cependant, quand vint le tour du Joker de s'entretenir avec, l'ambiance devint de plus en plus pesante au fur et à mesure que le Joker resta avec lui dans cette pièce. Il se fit attendre pendant des heures. Peut-être que le designer regrettait d'avoir convié le Joker à cet entretien après s'être rendu compte des désirs malsains et démoniaques du clown. Soudain, le designer sortit de la pièce en ordonnant à ses hommes de tuer les 3 criminels restants. Le chaos s'installa dans la maison jusqu'à ce que le Joker mette un terme au vacarme en tuant le designer et ses sous-fifres. Leurs armes ont été confisquées certes, mais le Joker garde toujours un as dans la manche. Le Joker confia à ses partenaires du crime qu'il venait juste de raconter une blague au designer qui n'était visiblement pas à son goût. Mieux vaut enterrer cette histoire pour de bon. Le Pingouin se chargea d'enterrer le corps dans une fosse commune, pendant que le Sphinx brûla la maison. Catwoman vit que le regard du Joker avait changé. Il n'était plus le même qu'avant, et savait quel genre de démon il allait devenir. Catwoman admet à Batman que le plan qu'elle avait concocté avec le designer visait à ruiner les entreprises Wayne. Depuis le soi-disant retour du designer, tout porte à croire qu'il compte enfin utiliser les plans qu'il avait établis avec les criminels. Reste à déterminer maintenant si tout ceci est en fin de compte le plan initial du designer. Batman compte bien avoir la réponse. Harley Quinn ne dispose plus du contrôle des Bat-Spawn. Batman souhaite forcer son adversaire à passer à l'étape suivante. Il ne veut pas qu'il y ait de victimes au sein de sa ville. Tout ceci doit s'arrêter au plus vite, et ce, au péril de sa vie. Il rattrape Deathstroke et commence à le questionner sur ce qu'il sait, potentiellement. Deathstroke lui assure qu'il ne connaît pas ni l'identité du designer, ni sa localisation. Toutefois, ce n'est pas la peine. Le designer se présente à eux grâce à un hologramme et annonce à Deathstroke que son contrat est terminé. Le designer provoque Batman et Deathstroke, les incitant à collaborer un temps ensemble avant de voir par eux-mêmes qu'il n'est pas seul, mais accompagné du Sphinx qui entre dans la partie et propose un jeu à l'entièreté de la population de Gotham.
Enfin, la population est plutôt spectatrice du justicier qui va devoir triompher d'un mot croisé géant et pas le droit à l'erreur, sinon des bombes exploseront. Retenant Deathstroke prisonnier à ses côtés, Batman avance d'un pas décidé vers un endroit familier, tout en répondant à chaque devinette du Sphinx. Au final, c'est le Sphinx qui finit par être déstabilisé par le Chevalier Noir, qui répond en faisant un sans faute et en anticipant même les prochaines devinettes. Batman a visualisé le mot croisé géant et a su répondre juste tout en se concentrant vers sa véritable cible, dont il a reconnu la localisation puisqu'il s'agit du bureau de Bruce Wayne. Une fois le Sphinx hors d'état de nuire, il reste maintenant à déduire quelles sont les véritables intentions du designer et quel est l'aboutissement de son plan. Batman lui révèle avoir compris le déroulement du projet. Si à l'époque les choses se seraient déroulées comme convenu, 5 assassins auraient exécuté discrètement les personnes ayant du pouvoir dans la ville pour permettre au Pingouin d'être le seul à régner sur Gotham. Le Sphinx, lui, aurait trouvé un moyen de paralyser la ville et de retourner la police de Gotham contre son propre commissaire pour ériger ainsi un nouvel ordre municipal nommé par le Pingouin. Catwoman aurait hacké les comptes de la plus grande fortune de Gotham et l'aurait intégralement vidé pour devenir la banque centrale de l'empire criminel de Gotham, protégée par la politique du Pingouin et du Sphinx. Tandis que le Joker, son but était uniquement de tuer Batman et Robin. Les 4 étapes réunies auraient permis la création d'un nouvel empire criminel inarrêtable. Le designer aurait eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un héritage assuré et une gloire infinie. Ce fameux plan divin déjoué, Batman peut maintenant arrêter le designer qui semble ne pas se laisser faire. Cependant, le justicier sait très bien à qui il a affaire. Dès le début, Batman avait compris que le designer n'avait pas pris le Joker au sérieux, sauf que ce dernier est loin d'être manipulable. Jamais il n'aurait tué Batman, son tendre rival. Quand le designer avait compris que le Joker serait un frein à son plan, il était trop tard. Il est maintenant qu'une dépouille utilisée artificiellement par le Joker, qui se vante d'avoir réussi son plan. Mais Batman était-il vraiment la cible ? Non, c'est une toute autre personne qui est dans la ligne de mire du clone. Une personne qui, au moment même, est en train d'échapper aux sbires du prétendu designer, en compagnie de Harley Quinn. Convaincue de faire une bonne action, Catwoman annonce son plan à Harley, qui consiste à voler l'argent des entreprises Wayne avant le designer. Elle se rend alors dans les égouts vers un endroit connu seulement de Catwoman. Toujours poursuivie par les sbires du designer, elle conjure à une entité holographique de la faire rentrer dans le club. Un club privé dirigé par un homme se nommant le courtier. Un homme d'affaires dirigeant les comptes bancaires secrets des vilains de Gotham. Le problème, c'est que quelqu'un d'autre est déjà présent. Une collaboratrice du Joker qui attendait la femme chat avec impatience. Elle attendait uniquement la femme chat et est surprise par la présence de l'ex-partenaire du Joker. Ne pouvant pas s'empêcher de casser le portrait de l'ancienne muse du Joker, les deux femmes commencent à se battre. Punchline en oublie même la vraie raison de sa présence ici, et Catwoman profite de cet instant pour forcer le courtier à réaliser ce qu'elle désire. Le courtier précise à Catwoman qu'il n'est pas spécialisé dans le vol, il ne peut pas détourner l'argent d'un compte légal pour éviter de prendre des risques et de se faire prendre. Néanmoins, cela ne pose pas de problème, car l'essentiel de la fortune Wayne est caché dans des sociétés écrans. Une fortune dissimulée lui permettant d'investir dans l'équipement de son personnage nocturne sans paraître suspect aux yeux du gouvernement. Pendant que Catwoman insère tous les codes secrets de ses comptes qu'elle a appris par cœur, le combat entre les deux femmes clowns fait rage. L'une a su se défaire de l'emprise du clown après avoir tenté de le remettre sur le droit chemin, tandis que l'autre contribue à sa folie et l'encourage à semer le chaos. Harley Quinn tente de faire comprendre à Punchline que le clown se sert d'elle de la même manière qu'il s'est servi d'elle, mais ces avertissements n'effraient pas Punchline,
bien au contraire, et la pousse même à mettre un terme au combat en tranchant la gorge de l'ex-partenaire du Joker et en la jetant dans l'eau des égouts. Selina pense avoir fait une bonne action en préservant la fortune de son amant. Cependant, la joie de Catwoman n'est que de courte durée quand elle réalise que le courtier s'est allié au Joker et que Punchline vient ramasser le pactole avant de lui tirer dessus. Le Joker est désormais riche. Toute la fortune cachée de Bruce Wayne lui appartient. Mais ce n'est pas tout, et on verra ça plus tard. Batman aurait dû se douter que la résolution de cette énigme était trop simple. Deathstroke lui laisse même un cadeau d'adieu, son sabre planté dans la jambe de Justicier avant de s'éclipser avec les autres membres de son groupe et dire adieu à Gotham, une ville aux mains d'un des pires criminels du monde. Une ville qui n'est pas près de se relever de ce qui l'attend. Batman est à l'agonie. Cette blessure physique n'est rien comparée à la plaie intérieure qu'a ouvert le Joker en lui prenant ce qu'il a de plus cher. Sa ville. Bruce avait bien des projets pour elle et c'est maintenant le Joker qui a toutes les cartes en main pour faire de Gotham ce qu'il en a envie. Affaibli dans son bureau se trouvant dans l'entreprise Wayne, Batman est secouru par Lucius Fox et apprend par la même occasion que Bruce Wayne est accusé de détournement de fonds. Tous ses biens sont en train d'être récupérés. Heureusement, la société Wayne détient encore de nombreux fonds n'appartenant pas à Bruce, et ce sera le rôle du PDG Lucius Fox de veiller à ce qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Il sait que Selina a tenté le tout pour éviter le pire, cela au péril de sa vie. Elle s'excuse de ne pas avoir été à la hauteur. Toutefois, Bruce estime qu'à deux, ils peuvent surmonter les épreuves. Il doit à tout prix la sauver et hors de question de la laisser à l'hôpital. Il ne veut pas risquer que le Joker s'en prenne à elle ou à ses proches. Et pour cela, il doit prendre les devants. Arrivé sur les lieux, il est déjà trop tard. Selina a disparu, laissant une tache de sang sur un lit vide. Seulement, quelques soldats du Joker sont présents avec leur maître au bout du fil, exclamant sa joie et la défaite proche de Batman, prêt à voir s'anéantir sous ses yeux sa propre ville. Grâce à l'argent de Bruce, le manoir Wayne est désormais en sa possession. Et c'est pas tout, il a aussi payé la municipalité de Gotham pour l'acquérir et pour finir, il a mis la main sur tout le matos de Batman. On apprend également que Punchline détient Lucius Fox, et étant donné que Batman s'est éloigné de ses alliés, il est livré à lui-même. Et ce n'est que le début d'une longue descente en enfer, un désastre que le justicier ne risque pas d'oublier. C'est lui qui est désormais pris en chasse par le Joker et ses hommes, en position de faiblesse au sein d'une ville qui change de bout en bout, gangrenée par les places à haute responsabilité occupées par les hommes du Joker acquises grâce à la fortune du clown. Le courtier est l'homme représentant le Joker. Connaissant les lois par cœur, il sait comment donner vie au désir du Joker tout en restant dans la légalité. Il veille sur les investissements du clown et réalise ses requêtes les plus folles. Il a notamment décidé de racheter tous les cinémas de la ville, des grands multiplexes aux petites salles d'art. Le Joker a en effet un spectacle à montrer à tous les habitants de Gotham. Toutes les places assises doivent être occupées. Un chef-d'œuvre sera diffusé d'une minute à l'autre. Batman souhaite en priorité sauver la vie des personnes se trouvant dans une situation compliquée. Connaissant les entreprises Wayne comme sa poche, il s'y engouffre pour tenter de libérer le PDG de ces entreprises, qui n'a pas l'air dans son état normal. Sous l'emprise de la toxine de Punchline, il tente de résister à la tentation d'obéir à ses ordres, mais c'est plutôt compliqué. Étant l'un des seuls à savoir comment se servir des machines à l'origine de l'équipement de Batman, il est forcé à créer toutes sortes de gadgets grâce aux imprimantes 3D. Connaissant les lieux comme sa poche, il repère facilement le Chevalier Noir qui se faufile dans l'enceinte du bâtiment. Malgré sa volonté, il alerte Punchline qui, au-delà de se battre au corps à corps contre Batman, diffuse une toxine dans la pièce. Une toxine inédite composée de celle du Joker, de l'épouvantail et d'un venin secret l'empêchant de mourir. Le justicier sombre peu à peu dans la folie en contemplant de près ce qui était censé
représentait l'avenir de Gotham. Un tout nouveau costume pour un nouvel homme dans une ville changée de fond en comble grâce aux efforts de Bruce Wayne sous son costume, mais aussi par le projet de rénovation qu'il devait mettre en place. Un futur utopique où Bruce a fait de Gotham une ville moderne et sûre, n'étant presque plus obligé de parader en ville avec un costume de héros. Un futur où Alfred serait fier de l'homme qu'il serait devenu. Sauf que c'est qu'une illusion provoquée par la toxine. Ce futur n'est plus possible désormais. Bruce a perdu sa famille, ses amis et maintenant sa ville. Batman n'est plus joignable. Il a disparu après qu'on l'ait accusé d'avoir fait sauter un site des entreprises Wayne. Il est sûrement en train de tituber dans les rues de Gotham, plongé dans une illusion dont il ne peut s'échapper. Pendant ce temps, les troupes du Joker font ce qu'ils veulent, car leur maître détient tout pouvoir sur la ville. À présent, il possède le budget pour concrétiser ce qu'il dit. Il finance les différents gangs de la ville et leur distribue toutes sortes d'équipements anciennement utilisés par Batman. Les civils se séquestrent chez eux dans l'espoir que la police agisse, ou mieux encore, que les justiciers fassent leur apparition. Contre toute attente, ce n'est pas un individu déguisé en chauve-souris, mais un jeune homme se faisant appeler Clown Hunter qui fait respecter la loi dans son quartier, tuant toute personne se cachant sous un masque de clown. Hormis cet individu aux origines floues, la terreur embaume les citoyens, désespérés d'être livrés à eux-mêmes. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Batman est pris de violentes hallucinations et que le Joker a rendu visite aux autres membres de la Bat Family, réduisant les chances d'avoir une aide extérieure. Il s'est rendu il y a quelques jours dans la ville de Blüdhaven à la recherche du justicier local, du nom de Nightwing. Le Joker connaît le secret du héros, toutefois, il a eu du mal à le retrouver. En effet, Dick Grayson est amnésique, il ne porte plus le costume de Nightwing, même si dernièrement, dans Blüdhaven, il a agi à de nombreuses reprises de manière héroïque, car malgré sa perte de mémoire, son envie d'aider les gens est plus forte que tout. Voulant redonner espoir aux citoyens de Blüdhaven, quelques représentants de l'autorité ont dérobé les anciens costumes de Nightwing pour redonner vie aux justiciers. Sauf que redonner vie aux justiciers peut attirer d'anciennes connaissances mal intentionnés. L'un d'entre eux va faire une mauvaise rencontre. Le Joker se déplaçant en personne pour inviter Nightwing à participer aux festivités de Gotham. Sauf qu'après une brève discussion, il s'est rendu vite compte qu'il n'avait pas affaire à la personne souhaitée. Ce n'est pas le Nightwing original, et il compte bien le trouver. Dick Grayson est lui en pleine quête de son identité. Après avoir appris que son amnésie est due à une opératrice de la cour des hiboux qui lui a modifié la mémoire grâce à un cristal qui est désormais en sa possession. La mémoire de Dick lui joue des tours et lui provoque des maux de tête. Il doit se reposer, certes, mais attention à ses arrières. Un clown a mené son enquête qui l'a conduit tout droit au domicile du héros. Un objet aussi puissant qui tombe entre de mauvaises mains ne peut qu'engendrer une utilisation malfaisante. Prenant Dick par surprise, l'objet qu'il possède s'avère précieux. Il lui promet de lui retirer tous ses souvenirs erronés pour lui offrir de nouveaux souvenirs à la place. Tout d'abord, il change son nom et le renomme en Dickie Boy, puis il lui raconte son origine, un jeune garçon dont les parents sont morts dans un cirque et qui, au lieu d'être triste, a éprouvé de la joie puisqu'un homme aux cheveux verts et au sourire radieux l'a pris sous son aile et a changé sa vie. La copine actuelle de Dick ne se souvient plus de ce qui s'est passé après cet instant. Le Joker a disparu, mais son copain est toujours là. Enfin, il est là sans être là. Il est différent et sa personnalité n'est plus la même. Il est beaucoup trop jovial et surexcité. Des traits de caractéristiques totalement inconnus chez lui depuis un certain temps. Il est ensuite parti pour Gotham, laissant sa copine seule et inquiète. Tellement inquiète qu'elle doit faire recours aux anciens amis de son copain. Une certaine Barbara Gordon répond à l'appel. Ayant déjà fait connaissance avec la nouvelle copine de Dick par le passé, elle préfère se montrer sans son costume. Mais après avoir entendu toute l'histoire concernant Dick et le Joker, Barbara
préfère retourner à Gotham avec son costume. C'est une certitude, Dick est en danger quelque part. À la recherche du héros tourmenté, Batgirl se pose des questions concernant l'évolution de leur relation depuis l'accident qu'il a eu. Toutefois, pas le temps pour se poser des questions. C'est Dick qui vient à elle, disant qu'il se sent en super forme et qu'il a enfin trouvé sa véritable voie. Dick n'est pas l'unique personne à être sur la trace de Batgirl puisque Punchline, elle aussi, se joint aux retrouvailles, avec la ferme intention de faire couler du sang. Dick interrompt le combat lorsque celui-ci tournait en la défaveur de la justicière. Il en a trop vu et cela l'a fait réagir. Il ne peut pas laisser Punchline lui faire du mal, tout simplement car il désire tuer Batgirl de ses propres mains. Le cristal semble avoir fait effet. Dick garde ses capacités physiques tout en ayant les motivations du Joker. Une vraie réussite de la part du clown qui a détérioré la famille de Batman au profit de la sienne. Batgirl est inconsciente. Elle se réveille plus tard en entendant un bruit de foule qui prend de plus en plus d'ampleur. Un bruit tout autour d'elle. Elle est au centre de l'attention, au milieu d'un ring où une multitude de clowns réclament un combat à sang. Le Joker est le maître de cérémonie et annonce un combat entre Batgirl et son fils Dicky Boy. Un combat déloyal puisque la justicière est attachée à un poteau. Mais pas d'inquiétude, Dick est certes aussi bien entraîné que Batman, le lavage de cerveau le rend plus lent. Et Batgirl a tellement dû improviser lorsqu'elle avait perdu l'usage de ses jambes qu'elle est pleine de ressources et parvient à ne plus être attachée en 2 temps 3 mouvements. Dick est certes plus lent, mais il a gagné l'imprévisibilité du Joker, qui rend ses coups difficiles à parer pour son ancienne coéquipière qui avait pourtant l'habitude de se battre avec lui et qui tente en vain de lui rappeler ce qu'elle est censée représenter pour lui. Le Joker en a les larmes aux yeux, c'est si beau pour lui, 2 alliés de Batman s'affrontant jusqu'à la mort. Il ne pouvait rêver mieux. Batgirl tente de ramener Dick à la raison tout en esquivant ses coups et en lui infligeant de faibles blessures. Lorsqu'elle pensait enfin avoir réussi à lui rappeler ses souvenirs, Dick lui montra que ça allait être plus compliqué que prévu. C'est du temps perdu, on ne peut pas le ramener à la raison. Durant son combat, Batgirl a entendu le Joker dire à Punchline d'aller détruire l'hôpital pour enfants construit en hommage à Alfred. Plutôt que de perdre son temps à se battre pour une cause désespérée, autant le consacrer à sauver des vies innocentes. Punchline a récupéré le communicateur de Batgirl lorsqu'elle était inconsciente et s'en sert pour rameuter tous ses alliés vers l'hôpital menacé par une bombe. Les 2 répondant à l'appel sont Red Robin alias Tim Drake et Jason Todd alias Red Hood. Ce dernier est présent en ville depuis plusieurs heures. Il a déjà nettoyé pas mal de zones infestées de clowns. Mais étant à Gotham, il applique les règles de Batman qui consistent à ne pas tuer ses ennemis. Mais est-ce que tuer involontairement des clowns à la suite d'une explosion fait de lui un tueur? Bref, les membres de la Bat Family se rendent tous vers le lieu indiqué, tandis que Batman se réveille dans une piole aux côtés de Harley Quinn, qui prétend l'avoir sauvé et qui est resté inconscient 3 jours. Les effets de la toxine ne se sont pas dissipés totalement et Harley raconte à Bruce que le Joker a racheté des usines Ace Chemicals et qu'une étrange cargaison a été déchargée du port de Gotham. Et pire encore, qu'il a racheté tous les spots publicitaires pour y diffuser en boucle une annonce sordide censée attirer les gens à venir au cinéma Monarch pour y découvrir un film soi-disant merveilleux. Un endroit marquant pour Bruce, puisque c'est le dernier lieu visité par lui et ses parents avant l'accident tragique qui les a emportés. Batman semble parler à quelqu'un à son oreillette, pourtant Harley lui assure que son équipement n'est plus fonctionnel. Le Chevalier Noir est toujours en plein délire, dans sa tête, Alfred est là, avec lui, en train de l'aiguiller dans sa mission, alors qu'en réalité, il est seul. Seul et désorienté, se dirigeant vers un lieu maudit, un lieu qui est étrangement resplendissant.
il a été remis à neuf, décoré de la même façon qu'à l'époque du meurtre de ses parents. Ou alors, tout cela, c'est dans sa tête. Avançant prudemment dans les allées du cinéma, il est attiré par une porte, non pas par son aspect, mais par son odeur. Une odeur de putréfaction intense émanant d'une centaine de cadavres installés dans les sièges du cinéma. Tous ces cadavres, ce sont les victimes du Joker qui ont été déterrés et installés ici pour rappeler à Batman toutes les fois où il avait échoué. Animés par le système du designer volé par le Joker, les morts attaquent Batman. Le Joker prétend qu'ils veulent la mort du justicier pour punir ses échecs. Est-ce la voix du Joker qui lui fait perdre la tête? Il doit se concentrer. Pour cela, il lance un batarang explosif vers le générateur pour détruire la projection du clown et ainsi éviter les hallucinations qui sont de plus en plus violentes. Il se bande les yeux, puis affronte la horde de cadavres qui se rue vers lui. Il se fie à son instinct, mais le justicier sait qu'il ne pourra pas résister à l'offensive. Ils sont trop nombreux. Cependant, il a compris comment les cadavres étaient animés. Par une sorte de minuscules robots qui par une décharge d'IEM peuvent être neutralisés. Toujours pas rétabli de la toxine, les efforts qu'il a fournis l'ont fatigué davantage, entraînant une nouvelle chute, le plongeant de nouveau vers l'inconscience. Heureusement, son ange gardien l'a suivi de près dès lors qu'il s'est dirigé vers le cinéma et l'emmène cette fois-ci vers un autre endroit, un endroit bien plus fantastique, un jardin secret, ou alors est-ce le paradis? Non, il s'agit bel et bien de la réalité, l'endroit se nomme l'Éden, un petit arbre de paix où vient se reposer Poison Ivy entre deux crimes. C'est un endroit créé artificiellement par la femme plante dans les cavernes se situant sous le parc principal de Gotham et qui à l'origine a été conçu pour y emmener Harley Quinn afin de la désintoxiquer de son attachement pour le Joker. Elle confie à Batman une boisson qui selon elle permet de purger son système des substances chimiques présentes dans son corps. Harley Quinn n'a aucun intérêt à l'empoisonner puisqu'il est le seul en mesure d'arrêter le Joker, et que le souhait ultime de Harley est de mettre un terme à la carrière du clown ayant gâché sa vie. Ce que Harley n'a pas dit à Batman, c'est que sa boisson est un remède costaud, combattant le mal par le mal. L'homme chauve-souris repart de bon train vers un nouveau trip, un trip qui s'annonce encore plus dur que le précédent. Bruce est conscient que tout ceci est un rêve, mais il n'empêche que discuter avec son ancien tuteur lui fait un bien fou. Des souvenirs du bon vieux temps en sa compagnie et des précieux conseils qu'il pouvait fournir dans le but d'aider Bruce dans sa mission. Bruce se confie à Alfred et lui raconte que le Joker se sert de la fortune des Wayne pour condamner Gotham. Le majordome lui explique en retour que tout ceci n'est pas sa faute. Il lui dit que le vœu que Bruce a formulé étant enfant est impossible à réaliser. Quoi qu'il arrive, Batman ne pourra pas sauver tout le monde, mais cette flamme, cette envie d'y croire, c'est cela que Bruce doit préserver en lui. Bruce nie la mort de Alfred. Il ne l'accepte pas, il s'est éloigné de son propre fils et certains de ses alliés leur reprochant même la mort du majordome. Depuis ce drame, il s'est isolé davantage et entreprend les projets de Alfred, des projets qui jusqu'à maintenant étaient à l'écart des pensées de Bruce. C'en est trop, il doit se ressaisir, accepter la réalité et aller de l'avant. Il est trop tard pour sauver Alfred ou encore ses parents, mais il peut se sauver lui et aussi tous les habitants d'une ville qu'il aime tant. Il doit renoncer au poids de la culpabilité et renouer les liens avec les membres de sa famille pour infliger une défaite cuisante au clown et rappeler à Gotham qu'elle est sous la protection du justicier nocturne, Batman. Il se réveille en sursaut et surprend Punchline qui est aux prises avec Harley Quinn et qui se mange toute une accumulation de colère provenant du justicier. La partenaire du Joker avait pisté la trace de Harley Quinn. Les deux femmes se sont alors battues une fois de plus
pour justifier leur relation avec le clown. Bien que Harley souhaite faire comprendre à son adversaire qu'elle n'est juste qu'un pion pour le Joker, cette dernière ne l'entend pas de cette manière et explique qu'elle partage sa folie et souhaite l'aider à la propager. Bref, Batman a clos le débat et désire maintenant réunir sa famille pour établir un plan d'attaque contre le Joker. Le Joker qui lui est en pleine euphorie, réalisant que son plan est un succès. Tout roule comme sur des roulettes pour lui, la ville est en feu et personne ne peut intervenir. Batman a tant investi pour sa ville afin de l'élever de la corruption et d'en faire un endroit sain et paisible. Mais quelques billets ne peuvent pas changer la nature d'une ville. Selon le Joker, Gotham lui a toujours appartenu. Une ville qui ne se soucie pas du bien et du mal et qui rédige ses propres règles. Une ville où règne l'anarchie et que le Joker s'est donné comme mission de donner vie à ses idéaux. Les justiciers autoproclamés s'autorisent même à tuer. C'est un tournant fatal pour Gotham qui n'est pas prêt de connaître à nouveau une once de paix. Il jouit de son nouveau statut dans la ville et en profite même pour faire un détour par l'asile d'Arkham pour rendre visite à un autre ennemi afin de lui toucher de mots. Cette imposante masse captive n'est autre que Bane. Le motif de sa visite n'est dû que pour rappeler à Bane son échec alors qu'il avait tout en son pouvoir pour faire souffrir Batman. D'après le clown, il n'aurait pas dû briser la nuque du majordome devant Robin. Il devait plutôt se servir de la mort du majordome pour briser Batman à tout jamais. Le Joker lui en veut d'avoir gâché un atout et de s'en être servi si bêtement. Il promet qu'après les affaires qu'il mène en ville, il reviendra pour mettre fin à son existence. Mais pour le moment, il veut que Bane admire ce qu'il n'a pas réussi à faire. Pendant que le Joker se dirige lui aussi vers l'hôpital pour enfants, Batwoman décide de se joindre au combat en prêtant main forte au GCPD mené par le commissaire Bullock, pris en pleine embuscade par les hommes du Joker. La production de drones et de véhicules dévastateurs ne fait qu'accroître. À l'origine conçus pour permettre à Batman de sauver les citoyens de la ville, ils sont maintenant des armes de guerre ravageant tout sur leur passage. Des machines conçues pour résister à tout type de choc. Et ce ne sont pas les armes à feu du GCPD qui vont empêcher les machines de faire des dégâts. Seul le génie ayant mis au point ces machines peut faire quelque chose, et ça tombe bien. Batman est remis sur pied et connaît le point faible des machines que Lucius et lui-même ont fabriquées. Détruire toutes les machines prendrait un temps fou. Cependant, chaque seconde compte. Il faut donc mettre en place une stratégie pour les éliminer simultanément. À bord du Bat-Char, les deux héros prennent les commandes et se dirigent tout droit vers l'endroit infernal où sont libérées les machines destructrices. Batman se charge principalement de détruire les imprimantes grâce à des compressions soniques et Batwoman part à la rescousse de Lucius Fox, pris en otage dans la salle de contrôle. Ce dernier est enfin sauvé. Même sous l'emprise de la toxine, il a su lutter contre ses effets et alléger les dégâts de ses machines. Un geste héroïque de la part du PDG des entreprises Wayne. Une bataille de remportée. Hélas, la guerre est loin d'être finie. Pourtant, les héros commencent à gagner du terrain. Cassandra Cain et Spoiler assistent à cela depuis une ville voisine. En froid avec le justicier, elles ne peuvent pas laisser la ville sans l'espoir de se relever. Elles débarquent à Gotham avec une détermination de fer pour faire tout leur possible afin que le symbole de la chauve-souris rayonne dans le ciel, éliminant au passage le maître des sbires, un lourdeau dont le boulot est de recruter de la main-d'œuvre qualifiée pour les criminels de la ville. Un espoir renaît enfin. Néanmoins, certains héros ne sont pas dans des situations aussi avantageuses. Red Robin et Red Hood se sont retrouvés à l'hôpital pour enfants. Ils ont croisé leur ami et frère, Dick Grayson, et se sont joints à lui sans avoir la moindre idée qu'à présent, il n'est plus le même homme. Ça, ils vont vite l'apprendre à leurs dépens. Ils se retrouvent même en infériorité numérique à cause des autres clowns qui s'en prennent à eux. Red Hood souhaite se charger seul du fils spirituel du Joker et envoie son allié s'occuper de la bombe dont l'explosion est imminente. Il se retient de tirer sur son ancien ami, même si l'envie est présente. Malheureusement, à l'inverse de lui, ses ennemis
eux n'hésitent pas. Dick ramasse l'arme de Red Hood et la pointe sur ce dernier. Même étant mentalement associé au Joker, aura-t-il le cran de tirer sur une personne qui lui est chère? De toute façon, on ne le saura pas. Batgirl surgit avant qu'un drame ait lieu, après qu'elle ait fait un petit détour par le Joker qui assistait non loin à la scène et perdant de ce fait son bien inestimable lui permettant de semer la zizanie au sein de la Bat Family. Malencontreusement, le cristal glisse du bout des doigts de Batgirl et elle se retrouve elle aussi dans une position délicate. Elle implore son ancien petit ami de ne pas tirer, essayant de lui rappeler le bon vieux temps. Et qui il est vraiment. C'est seulement grâce à l'intervention de sa copine actuelle qui agite le cristal devant les yeux de Dick que la situation prend un autre tournant. La mémoire de Dick lui revient peu à peu, oubliant tous les événements s'étant déroulés entre le moment où il s'est fait tirer dessus jusqu'à cet instant précis, mais se rappelant de qui il est vraiment et de ceux qui comptent pour lui. La bombe de l'hôpital est désamorcée et la meilleure nouvelle, c'est celle-ci. Après de nombreux mois d'attente, la personnalité de Dick est de nouveau comme avant, rendant heureux comme jamais ses proches qui craignaient l'avoir perdu à jamais. Une joie non partagée par tous, puisque la femme qui a mené une vie amoureuse avec Dick durant son amnésie n'est plus qu'une étrangère pour lui. Elle a sacrifié leur relation pour sauver l'homme qu'elle aime, un geste honorable de sa part, malgré que cela nuise à sa propre vie. Toutefois, le vrai Dick est de retour, et cela remplit de joie sa famille qu'il avait perdue pendant trop longtemps. C'est l'heure pour Batman de réunir sa famille de justiciers. Après avoir subi tant d'épreuves, il est temps de faire un pas en avant et de mettre sa fierté de côté pour se réconcilier avec ses proches dont il s'était éloigné après la mort de Alfred. Mais pas le temps pour les moments émouvants. Ils ont du pain sur la planche. Batman les envoie vers les points cruciaux où se déroule le plan du Joker. Ils doivent prêter main forte à Batwoman et au GCPD pour mettre fin à la violence se trouvant dans les rues, mais aussi évacuer tous les cinémas de la ville qui sont piégés. Il leur refait confiance et leur confie Gotham. Batgirl reprend alors sa place à l'intérieur de la tour de l'horloge pour coordonner les troupes et leur indiquer point par point la stratégie à adopter pour récupérer la ville. Batman, lui, compte rejoindre le Joker vers sa dernière destination connue, les usines Ace Chemicals. Avant de partir, il remet à Nightwing son costume qui était mis de côté durant toute la convalescence du justicier. Une réconciliation qui fait plaisir à voir. À présent, d'un pas décidé, Bruce se rend à l'usine. Il sait que tout se joue ici, un lieu très symbolique puisqu'il s'agit de l'endroit qui a vu naître le criminel le plus terrifiant de la ville. Soudain, un bruit de tir saisissant l'empêche d'aller plus loin. Harley Quinn se tient face à lui et déclare qu'il faut mettre un terme définitif à la vie du clown. Elle demande à Batman s'il aura l'audace de l'éliminer pour de bon, et si ce n'est pas le cas, qu'il lui laisse faire le sale boulot à sa place. Il faut que ça change. Harley essaie de faire comprendre à Batman qu'il n'y a pas d'autre alternative s'il veut sauver sa ville. Toutefois, le justicier a ses propres convictions et entre dans l'usine sans se soucier de ce qui l'attend. Et il s'attendait à tout sauf à ça. Il ne rêve plus, mais le cadavre de Alfred se tient bel et bien devant lui. Un cadavre animé par la technologie du designer. Le Joker est lui aussi présent. Il a enfilé le costume que Bruce était censé porter à la suite de la rénovation de Gotham. Il cherche à déstabiliser le Chevalier Noir en faisant dire à Alfred des phrases provocantes. Il dispose aussi d'un tas de gadgets dans sa nouvelle armure. Il détruit donc son communicateur et émet de la lumière pour voir Batman lorsque celui-ci a coupé le courant de l'usine. Même s'il est déjà mort, Bruce tient à extraire le cadavre de Alfred de ce conflit. Il considère que le clown a perdu la guerre, qu'il n'est plus en position de force. Et pourtant, ce dernier s'exclame qu'il a déjà gagné. La ville est en ruine. Le projet de Batman concernant l'avenir radieux de la ville est mort dans son cocon. Les entreprises Wayne ont désormais une sale réputation et l'image de la famille Wayne est salie à jamais. Il doit à présent repartir de zéro, tout reconstruire pour prétendre pouvoir dompter une ville
qui, elle, est indomptable. Le Joker a brisé le rêve de Bruce, et surtout de Alfred. Les conséquences de la guerre seront désastreuses et le clown compte bien laisser une cicatrice à vie au justicier en portant un coup fatal. Raté! Il est touché à la tête par son ex-partenaire qui lui en veut plus que tout. Harley Quinn est sur le point de proposer un dilemme ultime à Batman. Elle ne se contente plus d'attendre que le Joker retourne en cellule. Elle veut que Batman prenne une décision pour savoir s'il désire le bien de sa ville ou non. L'usine est sur le point d'exploser. Harley a attaché le Joker à un pilier et s'engouffre au cœur de l'usine, laissant le choix à Batman de sauver soit l'un soit l'autre. Qui le justicier va-t-il choisir? Va-t-il sauver une ancienne criminelle ayant choisi la rédemption, ou alors son pire ennemi, celui qui n'arrêtera jamais ses actes horribles tant que la mort ne l'emporte pas? Le Joker sait que Batman tient à lui plus que tout, cependant, il lui tourne le dos et part vers la direction de Harley, le laissant à l'abandon avec le cadavre de Alfred riant aux éclats pendant que le clown perd patience et ne digère pas le fait que Batman l'ait laissé livré à son sort. Une semaine plus tard, Harley se réveille dans un lit d'hôpital, heureuse de voir que le justicier ait fait le bon choix. Batman a dû enterrer son père une deuxième fois, mais est plus que confiant pour le futur de sa ville. Il a perdu beaucoup de ressources, mais cela ne l'empêchera pas de mener son combat et de faire de lui un homme meilleur. Quoi qu'il arrive, tant que le justicier reste debout, Gotham est entre de bonnes mains. Et c'est ainsi que se termine la Joker War, une guerre méthodiquement mise en place par le Joker pour démontrer à Batman que la ville n'est pas la sienne. Connaissant le secret de sa double identité, il a voulu prouver que Batman n'était rien sans ses ressources, et pourtant, le Chevalier Noir lui a prouvé que non. Il reste néanmoins pas mal de questions en suspens sur le déroulement des événements et sur les séquelles de cette guerre. Voici donc un petit aperçu de ce qui n'a pas été dit durant la vidéo. La première question que l'on peut se poser, c'est où se trouve Catwoman après sa disparition? Ce n'est ni Batman ni le Joker qui a mis la main sur elle en premier. La femme chat a un ange gardien, et cet homme n'est autre que le Pingouin qui lui en devait une. Après que lui-même soit gravement blessé par Deathstroke, il l'a recueilli dans son salon privé, un lieu accueillant les criminels de Gotham qui s'appelle la Chambre Froide et qui est le repère idéal pour se planquer lorsque ça chauffe dans Gotham. Après quelques jours de rétablissement, Catwoman avait la victoire du Joker sur la conscience et se devait d'agir pour inverser la tendance. Elle proposa un plan aux Pingouins et aux Sphinx, pouvant les rendre riches s'ils acceptaient de coopérer avec elle. Un plan visant à attaquer le cabinet qui sert de couverture aux courtiers et qui détient la fortune volée de Wayne. La force de frappe du Pingouin permet à Selina d'agir sans être embêtée par des clowns, et l'intelligence du Sphinx pour s'infiltrer dans les systèmes du cabinet et réduire les mesures de sécurité. Les trois alliés temporaires ont tous été menés en bateau par le Joker. C'est en quelque sorte une façon de lui rendre l'appareil. Toutefois, l'appât du gain a réduit la vigilance des deux criminels, qui n'ont pas vu venir le coup foireux de Catwoman, qui s'est accaparé tout l'argent du Joker rien que pour elle, et a trahi ses deux compagnons. Elle a transféré tout l'argent sur le compte de Lucius Fox, car maintenant le mal est fait pour Bruce, qui est suspecté de détourner de l'argent. Seul un homme intègre comme Lucius peut dépenser tout cet argent pour la bonne cause, sans être inquiété par la justice. Catwoman s'est bien rattrapée. L'argent est une ressource importante. Qui dit plus d'argent, dit plus de salaire pour les sbires du Joker. Les moins dociles quittent les rangs de l'armée du clown, sous les yeux impuissants de Punchline, qui à son tour se fait lâcher par le courtier malgré tout l'argent qu'il a reçu. Punchline ne perd pas la foi et compte bien suivre le reste du plan. Cependant, Nightwing est là pour lui rappeler que la partie est finie et que ses renforts ne font pas le poids face à une équipe de justiciers organisés et préparés à reprendre leur territoire. Même si quelques groupes de clowns minoritaires subsistent dans les rues, la ville reprend son calme, bien que quelques doutes
plane encore en son sein. Lucius Fox a certes été sauvé, les effets de la toxine sont toujours enfouis en lui. Les membres de sa famille vont devoir se serrer les coudes pour supporter ces changements de personnalité. D'autant plus que les sbires du Joker ont appris que c'était lui qui détenait l'argent du clown. Heureusement, il y a un héros chez les Fox qui compte protéger sa famille du mieux qu'il peut. Certains clowns ont eu le malheur de se réfugier dans le lieu paradisiaque de Poison Ivy, puis de le saccager. Ce ne sont pas des gestes sans conséquences, et ils vont devoir faire face au courroux de la maîtresse des lieux qui a perdu tout un écosystème et compte bien se venger le moment venu. Punchline est détenue par la police, mais elle va jouer la carte de la victime pour bénéficier du soutien d'une partie des citoyens, jouant un rôle déterminant lors de son procès qui a lieu d'ici quelques semaines. Cette sensibilisation et la médiatisation de son procès assurent une nouvelle ère pour le clown prince du crime. D'ailleurs, ce dernier est lui aussi en vie. Grâce au costume qu'il portait lors de son affrontement contre Batman, il a trouvé un moyen de s'échapper de l'usine avant qu'elle explose. Malgré qu'il soit sain et sauf, il est déçu que le justicier lui ait tourné le dos. Il compte prendre un peu de repos et partir en vacances loin de Gotham, le temps que la ville se guérisse de ses blessures pour frapper une nouvelle fois et encore plus fort. Et voilà, je pense avoir fait le tour sur cet événement grandiose. Je me doute qu'il reste pas mal de questions à propos de Punchline et de Clown Hunter par exemple, mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu une petite vidéo sur eux d'ici quelques semaines afin de présenter ces personnages qui ont un lien fort avec le Joker. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as appris pas mal de choses concernant cet arc. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.